d'une esthétique complètement inédite et extrêmement surprenante, très déroutante. En fait, peut-être moins pour le public, parce que le film a tout de suite eu un très grand succès public, que pour les critiques et que pour les autres cinéastes qui pouvaient être un petit peu interloqués ou pour certains complètement émerveillés par l'étrangeté, l'originalité de la chose. Pour vous donner une petite idée de la façon typique dont on faisait du cinéma policier en France à l'époque, le cinéaste qui est le plus caractéristique du style courant des films policiers français des années 60, c'est Henri Verneuil. Je pense que vous avez tous vu peut-être Mélodie en sous-sol ou peut-être Le Clan des Siciliens ou d'autres films de Verneuil, mais c'était un cinéaste qui travaillait de façon tout à fait explicite et assumée pour le grand public, qui avait toujours chacun de ses films remporté un grand succès. Et on peut le prendre un petit peu comme l'incarnation du auteur français de polar de l'époque, qui n'était pas du tout apprécié par la critique intellectuelle, par les gens comme les clés du cinéma, bien entendu, mais qui avait par ailleurs, dans la critique, parmi les gens qui faisaient partie des quotidiens ou des hebdomadaires, il avait ses amateurs, et puis jouissait toujours d'un très large succès. Qu'est-ce qui fait que, par comparaison avec les films d'Henri Verneuil, par exemple, Le Samouraï a pu faire l'effet d'un ovni complet? D'abord, c'est un film, les films de Verneuil, quand vous les regardez, vous pouvez y remarquer naturellement, dans certains cas, de petits clins d'œil qui s'adressent aux amateurs du genre, et puis de petits moments d'humour qui vous montrent que le cinéaste ne prend pas totalement au premier degré ce qu'il raconte. En revanche, leur dominante, elle est conçue visuellement et puis au niveau du scénario et de la mise en scène d'une façon qui vous incite à vous identifier avec les personnages, à vous laisser captiver par l'action et par le suspense, et qui n'est pas du tout censé vous inciter constamment à tenir compte du fait que ce que vous regardez, c'est un artefact, c'est un film et non pas autre chose. Autrement dit, ce sont des films qui vous portent en fait à entrer dans leur univers et qui se gardent au possible de vous en faire sortir pour avoir un regard critique sur ce qui se passe à l'écran, et par ailleurs qui évite aussi de vous faire réfléchir au code du genre policier dont il relève. Qu'est-ce qui se passe avec Melville? Dans Le Samouraï, ce n'est pas vraiment la première fois qu'il le fait, mais c'est la première fois qu'il pousse le procédé et tous les procédés esthétiques et puis les procédés du scénario aussi loin de ce qui est convenu de faire à l'écran à cette époque-là. C'est un film qui, pour commencer, dès le début, vous allez voir la première scène du film, et on va en reparler quand je vais revenir après la séance pour discuter avec vous. Dès le début, ce film commence d'une manière qui est complètement non conventionnelle et qui vous permet de comprendre qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait différent d'un film policier courant. Ça commence par quoi? Ça commence par de la non-action et par une espèce de vide. Vous allez voir, je ne vous décris pas la séance par avance parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne l'ont jamais vue. Je vous laisse la découvrir, on en reparlera. Par ailleurs, quand vous voyez, c'est un film de 1967, rien que de voir l'aspect visuel, l'aspect vestimentaire du personnage, du protagoniste qui est joué par Delon, c'est un aspect aujourd'hui, pour nous c'est moins frappant, mais pour les spectateurs de l'époque c'était sidérant. Il a un aspect visuel, une silhouette, une tenue vestimentaire et un comportement qui ne sont absolument pas réalistes. Il porte un imperméable et un chapeau, et d'ailleurs vous allez voir, il y a une scène dans les locaux de la police où vous avez des dizaines de suspects qui portent tous un imperméable et un chapeau. Pour le public de l'époque, c'était quelque chose de complètement stupéfiant parce que pratiquement plus personne ne portait de chapeau à l'époque. Donc, cette façon, rien que l'aspect visuel du personnage principal, quand vous le voyez s'habiller pour sortir et pour commettre un crime, eh bien, rien que ça, c'était une sorte de signe extrêmement fort pour le public et pour la critique de l'époque, qui revenait à leur dire ce que vous regardez, ce n'est pas réaliste du tout. C'est quelque chose qui vous renvoie au code du film noir américain des années 30, d'où viennent ce type de tenue-là. Ce n'est pas pour vous dire que ça soit une tenue purement américaine, ce n'est pas ça, parce que dans les films noirs français des années 30 et 40, vous avez la même tenue. Mais c'est pour vous dire que c'est une tenue qui est complètement irréaliste pour un film dont l'action se déroule en 1967. Autre chose qui fait partie de cette façon dont Melville vous oblige à remarquer qu'il joue sur le code d'un genre et qu'il met à distance le code d'un genre. Si vous observez attentivement les décors,
il y a quelque chose, une espèce de petit exercice d'attention que je voudrais vous faire faire parce que vous allez trouver des choses absolument passionnantes. Observez chaque fois qu'on montre la chambre du protagoniste, la vue qu'on a par les fenêtres de cette chambre. Déjà au tout début du film et puis à chaque fois que vous revoyez la chambre, si vous regardez à chaque fois la vue qu'on a par ces fenêtres, vous allez remarquer des choses complètement stupéfiantes et passionnantes qui ne sont pas normales du tout, c'est-à-dire pour vous aider un petit peu, ce n'est pas la même vue. D'une étape de l'action à l'autre, la vue, elle évolue. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des éléments du film que les spectateurs ne remarquent peut-être pas quand ils ne sont pas prévenus, mais qui contribuent à cette sorte d'atmosphère absolument unique qu'on trouve dans ce film, et que Melville a créé à la fois d'une façon extrêmement consciente et très soigneuse, et en même temps avec une audace extrême, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose que jamais personne n'avait fait auparavant. Ce film, il revient de façon symbolique à travers essentiellement les éléments visuels, à faire une sorte de condensé, d'une part des références du film noir américain, d'autre part des références du film noir français, parce que vous allez voir qu'il y a aussi des choses qui relèvent de la mythologie du film noir français. Par exemple, l'espèce d'hôtel très louche situé à Pigalle, avec la musique d'accordéon qu'on entend à l'arrière-plan. Il y a aussi des choses qui sont censées vous renvoyer vers le cinéma français des années 30, 40, 50, le cinéma populaire typique, avec les héros que, par exemple, Jean Gabin a pu jouer à une certaine époque, avant de se transformer en patriarche, à l'époque où il pouvait jouer Pépé le Moko ou d'autres mauvais garçons. Dans Le Samouraï, vous avez de petits renvois à cet univers-là. Par ailleurs, vous avez le côté, ce n'est pas par hasard que ça s'intitule Le Samouraï. Vous avez le côté extrême oriental, le côté japonisant, qui passe par deux partis pris de mise en scène qui font partie aussi des très grandes originalités du film et qui ont fait fureur dans le bon, dans le mauvais sens du terme à l'époque, c'est-à-dire tout le monde en a été assez secoué, certains ont apprécié, d'autres pas. Ce sont les partis pris qui reviennent à faire du protagoniste quelque chose de comparable d'un personnage de théâtre classique japonais, un personnage de Do ou de Kabuki, c'est-à-dire quelqu'un qui porte toujours une tenue, c'est en quelque sorte, on ne peut presque pas le voir sous un aspect différent de son uniforme de gangster, l'imperméable et le chapeau. Les rares scènes où il apparaît un petit peu moins couvert, un petit peu plus déshabillé, elles sont exigées tout simplement par le scénario. Et puis par ailleurs, c'est un personnage qui est extrêmement hiératique, qui a un jeu très raffiné, très discret, qui paraît presque impassible la plupart du temps, tout comme les personnages en fait codifiés du théâtre traditionnel japonais. Et puis c'est quelqu'un aussi qui donne, c'est pour ça aussi que ça s'intitule, vous allez le voir un peu plus précisément, découvrir ça en découvrant le film, c'est aussi pour ça un petit peu que ça s'intitule Le Samouraï. C'est un personnage qui a une sorte de destin préconçu, comme les samouraïs. C'est un petit peu comme s'il avait fait une sorte de vœu, comme en faisaient les samouraïs dans l'ancien Japon, et ce vœu l'entraîne à faire des choses que quelqu'un d'autre ne ferait pas. Je ne vous en dis pas plus, parce que comme il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu le film, je voudrais leur garder toute la fraîcheur du suspense. Donc en somme, c'est un film qui a la particularité d'être à la fois extrêmement captivant. La preuve, c'est qu'il a réuni à sa sortie plus de 2 millions de spectateurs, rien qu'en France. Ce qui n'était vraiment pas rien pour l'époque. Et puis, c'est un film qui, par ailleurs, est resté jusqu'à présent une source d'inspiration toujours vive, toujours très puissante pour des cinéastes de tous les pays, européens, américains, asiatiques, et y compris même latino-américains, même des cinéastes de cinématographie très très confidentiels, et des gens qui ont 20 ans aujourd'hui s'inspirent toujours de ce film qui est par excellence le chef-d'œuvre de Melville que la terre entière connaît. Donc c'est pour vous dire que si vous n'avez jamais vu de film de Melville par ailleurs, vous êtes à la bonne séance. C'est précisément le film qu'il faut voir si vous n'en voyez qu'un. Et sur ce, je vais vous laisser le plaisir de le découvrir ou de le redécouvrir, et je vais vous retrouver après la séance pour vous en parler un petit peu plus, pour commenter quelques séquences et pour vous laisser me poser des questions. Merci de votre attention.